Aujourd'hui, Maude, on reçoit Vincent d'Emballage El Boucher. On parle de quoi? Oui, on parle premièrement de c'est quoi Emballage El Boucher, c'est qui leur clientèle aussi, mais on parle de certains enjeux qui ont dû vivre par rapport à la pandémie, mais aussi leurs différents projets là, qui sont à venir avec différentes normes là, aussi qu'il y a dans l'industrie. Alors, bonne écoute. Le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bienvenue au podcast Logistique Québec, Vincent. Merci beaucoup, Billy. Merci beaucoup, Maude, de me recevoir aujourd'hui. On est content aujourd'hui de te recevoir parce qu'on aimerait ça parler un peu de c'est quoi Emballage Boucher, c'est quoi ton rôle aussi dans l'entreprise, là, parce que je pense que c'est un peu méconnu, mais finalement, on vous utilise pas mal plus qu'on le pense. Oui, tout à fait, assez présent dans la région de la province quand même. Là. Donc, les emballages El Boucher, un distributeur de produits d'emballage, d'hygiène et d'entretien. C'est important de le dire. Fondé en 1964 par Lucien Boucher, d'où les emballages El Boucher, et son fils à ce moment-là, donc Pierre Boucher, qui a été le président directeur général pendant plusieurs années. Donc, M. Boucher est décédé présentement. Donc, c'est son fils et sa fille qui ont repris l'entreprise. Okay. Situé à Québec, donc tout près du Costco là, à Sainte-Foy pour ceux qui connaissent la région. Donc, principalement, emballage El Boucher, là, qu'est-ce que ça fait? Distributeur de produits d'emballage, donc que ce soit vos contenants take-out dans des restaurants, vos papiers de toilette, vos papiers à main, distributrices de tous ces savons. Donc, lorsqu'on va dans un restaurant, là, souvent, qu'est-ce qui est non alimentaire sur la table, on va pouvoir le distribuer, là, donc principalement dans des hôteliers, clients en restauration, traiteurs, tout ce qui est le domaine hospitalier aussi. Ah, OK. Par exemple, les gants chirurgicaux. Tout ce qui est sac poubelle en institution, en restaurant, peu importe. Donc, principalement, le secteur d'activité, c'est pas mal ça. Au niveau géographique, on se situe comment? Principalement la région de Québec, la ville de Québec, où est-ce qu'on est situé, bien sûr, mais on va distribuer de Trois-Rivières jusqu'à l'est de la province, donc Gaspésie. Puis on va faire aussi le Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, le côté un peu plus francophone du Nouveau-Brunswick va être desservi. Puis on va arrêter, là, je vous dirais, aux abords de Tadoussac, allant vers la côte nord. Là. C'était vos camions? Ou oui, donc une flotte de camions emballage El Boucher, justement. Donc, une flotte de 12-13 livreurs. Donc, ce sont nos camions, tout à fait, qui se promènent sur la route. Vous pouvez nous voir. Donc, oui, quelques transporteurs externes, étant donné le réseau de la santé qui nous apporte à livrer ailleurs en province, donc région de Montréal, région éloignée, Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, ou le sud de la province que nous n'allons pas, parce que d'autres distributeurs du réseau d'achat avec lequel nous faisons partie, qui s'appelle Ballpex, en fait, ont plus ce territoire-là. Donc, il y a quand même une belle fraternité là, au niveau de ce regroupement d'achats-là qui a été fondé par Pierre Boucher et deux autres fondateurs aussi. Là, on fête les 50 ans cette année du regroupement d'achats. Mais il y a quand même une belle fraternité là, au niveau des territoires de vente et de distribution à ce niveau-là. Donc, on se maintient principalement là, dans cette région-là. Cette fraternité-là, ça touche-tu d'autres aspects autres que le transport, exemple, les échanges de bonnes pratiques? En fait, c'est la vente, la distribution de produits d'emballage. Donc, le regroupement a été introduit il y a à peu près 50 ans, justement, pour se donner un pouvoir d'achat au sein des fournisseurs, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et ensuite de ça, le regroupement a grossi, a acquis beaucoup de membres, from coast to coast, là, donc de Vancouver jusqu'à ici. C'est à peu près, si je ne me trompe pas, là, une cinquantaine de membres là, qui font partie de Ballpex, qui se réunissent une fois par année et qui voient les perspectives là, de l'industrie. OK, c'est intéressant. Ouais. Vraiment, là, ça vous permet tellement d'avoir comme une meilleure structure, de limiter tous les enjeux au niveau de la compétition, puis aussi de, comme Billy l'a mentionné, le partage des bonnes pratiques qui est essentiel dans l'industrie. Niveau formation aussi, c'est quelque chose qui est très le fun avec ce réseau-là. Donc, beaucoup d'analyse aussi qui est fait par le réseau et qui nous est transmis, qu'on peut aussi transmettre à nos clients. De notre côté, beaucoup plus francophone, mais un réseau d'approvisionnement là, qui est Ballpex, mais qui est aussi francophone et anglophone. Donc, tout le pays peut en bénéficier. Là.
Vos fournisseurs manufacturiers sont où en proportion? Tu disais Canada, États-Unis, mais... Oui, tout à fait. Principalement Québec, Ontario. OK. Aux abords de la province de Québec. Puis si on se transporte aux États-Unis, nord des États-Unis. OK. Donc là, les Maine, Vermont, New Jersey, etc. Très, 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 très peu d'approvisionnement de par chez nous directement outre-mer. Donc, pas d'enjeu au niveau portuaire, délai d'approvisionnement. Mais voilà, donc là, principalement Québec, Ontario, là, puis on va s'approvisionner aux États-Unis si le manque se fait sentir au Canada. Puis ça ressemble à quoi une journée d'opération chez les emballages et le boucher? Oui, tout à fait. Si on part du côté client, le client va passer sa commande, que ce soit en ligne ou que ce soit via le réseau des représentants, pas affiliés, mais en fait des employés des emballages et le boucher, ou par le biais du téléphone aussi. Donc, le client passe sa commande tout dépendant son horaire de livraison. La commande va être préparée de soir en entrepôt. OK. Puis loadé, si vous me permettez l'expression anglophone, donc mis dans le camion de soir, puis ensuite de ça, le livreur le lendemain matin va pouvoir partir avec ses livraisons selon le territoire desservi, et le client va être livré selon son heure de livraison. Donc c'est pas nécessairement le lendemain, mais la plupart des clients là, sont livrés une fois par semaine selon le territoire desservi. Parfois, aux 2 semaines, les territoires vraiment plus éloignés. Là. Donc, on parlait de Nouveau-Brunswick tantôt. C'est la réalité présentement, mais c'est les ententes que nous avons avec les clients actuels. Ouais. Puis la variation des commandes du lundi, c'est quoi? C'est du lundi au vendredi? Oui, donc ouvert du lundi au vendredi. Bien sûr, la commande web est ouverte 24 heures sur 24. Lundi au vendredi, des livraisons qui sont fixes tout dépendant des territoires. Donc, le client ne s'attend jamais à recevoir une commande une autre journée X qu'il a été informé, là, que ce soit par le biais des communications envers nos clients une fois par année. Puis il y a une révision aussi des territoires qui se fait de par mon poste et avec l'équipe, là, une révision des territoires de livraison qui se fait d'année en année. Est-ce qu'on peut justement ouvrir la livraison une fois aux semaines pour les territoires qui sont livrés présentement aux 2 semaines? Donc, il y a beaucoup d'années justement face au volume de vente, au volume d'achat de nos clients. Mais bref, c'est tout le temps en constant mouvement, là, justement, puis ça demande beaucoup d'analyse, mais c'est ça qui est le fun, et afin d'offrir, bien sûr, le service le plus optimal à nos clients. Tu as parlé de tout l'aspect commande web. Là. Oui. Parle-nous du e-com. Êtes-vous dans le e-com? Jusqu'à quel point? Ouais. Le e-commerce, pour nous, a été intégré en mars 2022. Donc, la COVID était déjà bien installée. Pandémie déjà bien installée. Il faut savoir que les emballages et le boucher ont déménagé d'un nouveau centre de distribution. Donc, ils ont parti à Québec, près du boulevard Wilfred Amel. Quelle année? 2021. Juillet 2021. Et qui sont rendus près du Costco à Sainte-Foy à Québec. Donc, nouveau centre de distribution. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que juillet 2021, il y avait un déménagement, donc il y avait un go live, si vous me permettez l'expression, sur de nouveaux logiciels informatiques, donc un WMS nouveau, un nouveau ERP présenté aux employés. Donc, il y avait une belle gestion du changement à faire. Mais de son côté aussi, le gouvernement canadien réouvrait les terrasses, les restaurants au même moment. Donc, la plupart de notre clientèle rouvrait, donc se voyait commander des commandes astronomiques qu'on pourrait comparer, par exemple, à une ouverture de restaurant. Une nouvelle ouverture. Donc, ça a été un beau jeu. Je n'étais pas à l'emploi, malheureusement, dans ce temps-là. Mais ça a été une belle logistique. Heureusement. Selon comment on le voit. Voilà. Mais voilà. Puis le site web était en phase 2 de ce gros déménagement-là, autant opérationnel, physique, mais aussi des opérations. Donc, qui est arrivé justement en mars 2022. Puis présentement, là, à ce jour, si on fait un pas à l'avant, c'est à peu près 20% de nos commandes qui sont passées en ligne. Donc, le site n'est pas transactionnel. Le client aux emballages et le boucher va avoir sa liste de produits qui va être intégré justement à sa commande en ligne. Et il va simplement avoir un processus de confirmation de commande, mais pas de paiement. Donc, le paiement va se faire avec la comptabilité par la suite, facturé au compte-maître là, du restaurateur ou de l'hôtelier, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qui est possible actuellement, la transaction pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que c'est un avenue futur? Possiblement, mais présentement, la structure ne le permet pas.
Mais on veut vraiment, vraiment consolider ce qu'on a présentement avec le nouveau centre de distribution, la structure actuelle du site Internet, des transactions en ligne, pour ensuite de tout ça prendre la base et bien sûr évoluer, là, innover. Fait que si on ordonnance les choses sur une ligne du temps, là, COVID en 2020, on passe à la planche à dessin, on dessine des entrepôts, on revoit nos processus en 2021. En 2022, réouverture de tout. Nous, on déménage, on s'installe, puis on approvisionne tout le monde. Et voilà, donc une très belle vision là, qui a été faite de l'équipe de direction à travers tout ça. Mais voilà, donc ça a été un beau jeu d'échecs à jouer les bons pions aux bonnes places, au bon moment aussi. Mais un très bel échéancier là, pour ce qui est de ce centre de distribution-là qui fait quasiment 100 000 pieds carrés présentement. Là. OK, fait que tu as quand même connu l'autre centre de distribution. Oui, tout à fait. Donc, qui est l'entreprise familiale d'un de mes amis, justement, là, des parents d'un de mes amis. Donc, j'ai été dans l'ancien entrepôt où est-ce que les manières de faire étaient un peu plus moins technologiques, si je peux me permettre. Donc, j'ai déjà pigé des commandes là, lorsque j'étais jeune, le soir après l'école ou l'été, par exemple, dans les semaines qui sont assez fortes. Donc, des commandes papier, justement, avec un Sharpie noir, puis on cochait ce qu'on avait fait. Avec un bon vieux AS400 là, dans cette vieille entrepôt-là, que certaines entreprises ont peut-être encore, parce que ça fonctionne béton, ce logiciel-là. Et donc, j'ai pris une pause pour aller dans le domaine financier pour une institution bancaire par la suite. Puis, je suis revenu justement au niveau beaucoup plus stratégique. Dans les nouveaux locaux. Donc, j'ai pas vécu là, cette phase de déménagement-là. Mais je suis arrivé, puis Mais tu es en mesure de comparer deux environnements. Ils amènent quoi comme avantage sur le moyen long terme, les nouvelles installations, les nouvelles infrastructures? Oui, tout à fait. On parlait de pandémie tantôt, donc ces capacités de stockage, bien sûr, qui n'étaient pas possibles à l'ancien entrepôt. L'ancien entrepôt, on parlait de vraiment 2 bâtiments, un de chaque côté de la rue. Donc, vous comprendrez qu'au niveau logistique, transfert d'entrepôt, on perdait beaucoup de temps, c'était plus ou moins efficace, mais c'était les besoins du moment. Et maintenant, avec le nouveau centre de distribution, donc capacité de stockage, moyen, long terme, bien, c'est sûr qu'il fallait avoir une adaptation technologique. Que ce soit autant pour nos clients qui, donc en restauration, qui ont maintenant des tablettes en cuisine ou une gestion d'inventaire en temps live lorsque le serveur, la serveuse va commander une assiette. C'est la même chose autant pour la nourriture que pour l'emballage dans ce type de gestion d'inventaire-là. Et nous, les systèmes devaient être intégrés avec nos systèmes, ce qui a fait en sorte que le pas vers la technologie était voire obligatoire. Puis on a parlé à plusieurs reprises de la pandémie, puis tout ce que ça a changé un peu dans vos hauts et bas de vente. Mais est-ce qu'il y a d'autres impacts qui sont créés, par la pandémie, mais tous les problèmes de supply chain mondiale présentement, des nouveautés ou changements de règlement, là, on en a parlé un peu tout à l'heure là, par rapport à, tout à fait. Justement le suremballage et tout ça. C'est sur notre chaîne d'approvisionnement, tout le monde est acteur de changement vers l'éco-responsabilité. Pas un problème, mais je pense que c'est plus un mouvement de société. Donc, le café qui était écologique dans les dernières années et que c'est super, on change souvent, c'est ça qu'on se parle à l'interne, mais c'est plus une tendance, mais c'est vraiment un mode de vie. Donc, vers l'abolition de plusieurs types de plastique. Le 1er janvier, justement, le gouvernement canadien a émis des lois, puis les villes en ont parfois émis des plus sévères, ce qui est quand même très bien. Et des institutions aussi sont allées de l'avant. Je pense à l'Université de Montréal là, qui a mis beaucoup de règlements face à l'utilisation du plastique. Donc, c'est de s'asseoir avec nos fournisseurs, avec le regroupement d'achat Ballpex aussi, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, les fournisseurs, eux, avaient le droit de produire jusqu'à une date X. Et nous avons le droit d'écouler les stocks jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est des mesures qui sont assez drastiques, mais quand même, on a le temps d'écouler les stocks et les clients, ensuite de ça, peut aller jusqu'à l'écoulement des stocks. Donc, certains préjugés, parfois, par rapport à ces lois-là, étaient bons et disaient
se faisait dire « OK, on va jeter notre plastique, on ne l'utilisera pas. » Mais non, on peut aller jusqu'à commander des stocks. Puis, eh bien, à la lumière de tout ça, c'est de voir les nouvelles chaînes d'approvisionnement, les chaînes de montage. Donc, par exemple, le styromousse, donc la poutine dans une bonne vieille barquette de styromousse en casse-croûte en région. Ben, on ne verra plus ça, malheureusement. Mais c'est de nouveaux types de plastique, matière compostable. On a du carton avec une fibre à base d'eau à l'intérieur pour que, bien sûr, que la sauce reste telle qu'elle est servie. Donc, par exemple, les pailles, on a entendu beaucoup parler de pailles avec la fameuse tortue. Donc, les pailles maintenant sont produites, par exemple, en matière compostable, en canne à sucre. Donc, l'industrie change beaucoup. Il y a beaucoup de formations qui doivent être faites envers le public. Puis ça, on est tous acteurs de changements. Là, au travers de ces changements-là, vous n'êtes pas coincés, vous êtes capable d'anticiper vos inventaires. Tout à fait. L'écoulement de tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, donc, parce que le gouvernement nous a quand même donné le temps d'écouler les stocks. Il y a beaucoup de création de SKU, bien sûr, de par les nouveaux produits. Mais au moins, le client peut voir autant le produit en styromousse qu'il avait et le même format de produit. Mais dans une nouvelle, dans un nouveau matériau. Est-ce qu'il y a quand même une adhésion de la part des clients ou même il y en a qui prennent les avances par rapport à ça? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que les clients qui ont l'ossature de se permettre une analyse en amont vont déjà avoir lu ou connu certains procédés. Donc, on parle par exemple on parlait d'institutions tantôt. Donc, les plus grosses entreprises peuvent se permettre ces recherches-là. Puis, d'un autre côté, ben, c'est de peut-être agir à titre d'informateurs et de formateurs aussi pour des clients qui sont un peu plus petits. On pense à des clients qui sont fermés 6 mois de l'année, donc les casse-croûtes, les bar laitiers, qui, eux, ont vu les lois en janvier aux nouvelles, mais sont à leur réouverture au printemps. Donc, c'est aussi d'agir à titre de formateur. Mais non, il y a une très belle ouverture à ce niveau-là, là, sincèrement. Parce que, comme je le disais, c'est plus une tendance, mais c'est rendu un mode de vie, puis ça fait partie de nous. On pense par exemple au compost, les bacs à compost qui sont de plus en plus distribués dans les villes. Donc, c'est une action collective qui fait en sorte qu'on va passer cette grosse vague-là pour que ça devienne vraiment là, dans nos vies de tous les jours. Bon, ben pour les gens, vos clients, pour des futurs clients qui sont en mode, on ne sait pas par où prendre ça, ben, vous pouvez être un solide allié. Tout à fait. Puis ben, avec le regroupement d'achats, justement, qui nous aide beaucoup, je pense que tous les distributeurs dans notre industrie le sont aussi. Donc non, c'est le fun de voir ce mouvement collectif-là aller. Puis, je sais qu'un peu dans ton rôle chez les emballages El Boucher, tu as le volet développement des affaires. À quoi ça peut ressembler un peu? On a parlé beaucoup de logistique, mais de quelle façon vous allez vous chercher des nouveaux marchés puis répondre aux différents besoins de vos clients? Oui, tout à fait. Ben, développement d'affaires se fait beaucoup avec notre douzaine de représentantes qui, eux, connaissent vraiment beaucoup les produits de par leur métier. De mon côté, je vois plus des chiffres et l'analyse de ceux-ci. Donc, on voit une régression au niveau du styromousse, mais on va voir une progression au niveau des nouveaux produits. C'est d'apprendre d'eux beaucoup, étant donné mon jeune âge dans l'entreprise. Ça fait moins d'1 an quand même, puis avec à peu près 6000 SKU codés, ça en fait pas mal au niveau des produits d'emballage d'hygiène. Mais au niveau du développement d'affaires, ben, c'est souvent de s'asseoir avec un représentant qui est, je veux dire, senior là, pour les nommer ainsi, puis de voir quel regroupement de restaurateurs ou quel regroupement hôtelier nous pourrions aller voir. Puis je pense qu'avec justement tout ce qui est l'aspect formation des nouvelles technologies, ben ça ajoute une belle corde à votre arc. Une belle corde à mon arc envers le consommateur justement ou bien sûr le commerçant face à un développement qui est possible envers lui, là. Puis, oui, on a beaucoup une tendance à aller vers la vaisselle, mais je pense que le produit d'hygiène ou le produit sanitaire va rester. Donc, il y a une régression du plastique bien sûr à petite échelle sur plusieurs années, mais il y a certains de nos produits, la plupart, qui vont devoir rester, là. Donc, le développement des affaires va pouvoir se poursuivre, bien sûr. Puis, c'est aussi une quête personnelle aussi que j'aime bien, là, de par ce que j'ai fait par le passé. Mais c'est surtout d'apprendre de ceux qui sont déjà en place présentement, là, surtout par la connaissance. Puis bien sûr, avec mes connaissances acquises à l'université. Ben, merci beaucoup, Vincent. Merci de ton temps. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup du vôtre. C'est super intéressant d'en apprendre plus. Merci. Super belle entreprise. Merci. Au plaisir.